Alors, j'ai le plaisir de vous parler de l'utilisation des anti-TNF en pratique. Et donc, j'ai choisi de le faire en cas clinique interactif. Et donc, vous avez un petit boîtier qu'il faudra allumer. Et pour voter, donc, vous allez appuyer sur le numéro ou les numéros que vous pensez être corrects. Il faut valider avec le bouton vert. Très bien. Donc, je commence par rappeler que nous avons maintenant de nombreuses biothérapies à notre disposition. Ça fait quand même maintenant pas mal d'années. Au Maroc, il y a 4 anti-TNF sur les 5 qui sont commercialisés dans le monde, ce qui est déjà pas mal. Et donc, les biothérapies sont même devenues plus nombreuses que les traitements de fond classiques. Il y a beaucoup plus de biothérapie que de traitements classiques. Alors, les anti-TNF, donc vous les connaissez, il y en a 3 qui sont utilisables en sous-cutané, donc facilement utilisables en ambulatoire, qui sont l'Enbrel, Humira et le Simponi, qui sont maintenant commercialisés au Maroc. Et puis, l'infliximab, qui existe en 2 noms commerciaux, le Remicade et le biosimilaire, qui est maintenant aussi commercialisé au Maroc, qui est le Remsima. Très bien, donc je commence par la première observation. Une dame de 55 ans qui est hypertendue, diabétique, et qui a une polyarthrite rhumatoïde avec un facteur rhumatoïde positif, des ACPA positifs, connus, suivis depuis 5 ans. Elle est sous méthotrexate 15 mg par semaine, sous salazopyrine 3 g par jour et du cortencil à 5 mg par jour. Une polyarthrite sévère avec une carpite bilatérale et elle vient pour une poussée polyarticulaire. Vous voyez le nombre de synovite à 10 avec un SRP à 20, un DAS 28 à 5,4. Et donc, selon les recommandations de la Société marocaine de rhumatologie, c'est une indication de traitement par un biologique. Et donc, vous pensez la mettre sous anti-TNF, sous Enbrel par exemple. Parmi les situations suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont une contre-indication absolue. Donc, première proposition, un diabète déséquilibré. Deuxième proposition, un antécédent familial de lupus. Troisième proposition, un ulcère cutané. Quatrièmement, un stent posé il y a 1 an. Et cinquièmement, un cancer de l'endomètre il y a 6 ans, traité par chirurgie seule. Voilà. Laquelle ou lesquelles de ces propositions est une contre-indication absolue à un traitement par anti-TNF. C'est-à-dire, si la patiente a un de ces antécédents, vous n'allez pas donner d'anti-TNF. Alors, je vois qu'on est à 25 votants, donc essayez d'y aller avant qu'on valide les résultats. Très bien, si tout le monde a voté, donc on va voir les résultats. Alors, c'est assez partagé. Donc, beaucoup ont voté pour le cancer de l'endomètre, en majorité. Un tiers pour l'ulcère cutané. Donc, c'est bien cette histoire de quiz. Vous voyez que ça, je trouve que ça sert comme ça de faire une sorte de sondage aussi sur l'utilisation. La bonne réponse, c'est le 3, c'est l'ulcère cutané. Alors, les contre-indications, je vais les rappeler brièvement aux anti-TNF. Les contre-indications absolues sont les infections aiguës ou chroniques, qu'elles soient bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires. Donc, évidemment, les grosses infections bien connues. Et puis, c'est aussi toutes les situations à haut risque d'infection. Donc, un ulcère cutané, c'est quelque chose une pathologie qui est à haut risque d'infection. Bien sûr, la tuberculose latente, je n'y reviens pas. Quelqu'un qui a fait une sepsis sur une prothèse dans l'année qui précède, lorsqu'on a un cathéter, par exemple, à demeure, tout ça, c'est des situations à haut risque d'infection. Alors, pour les cancers,
Normalement, un cancer traité depuis plus de 5 ans considéré comme guéri. Donc, a priori, ce n'est plus une contre-indication. Généralement, il vaut mieux discuter quand même avec l'oncologue. Il faut distinguer les cancers à fort potentiel métastatique des cancers qui ont un très faible potentiel métastatique. Alors, généralement, par exemple, l'exemple que je vous ai donné, le cancer de l'endomètre, a très faible potentiel métastatique. Donc, généralement, un cancer de l'endomètre opéré, c'est fini. Il n'y a même pas besoin de s'inquiéter plus tard, quand il est pris dans les temps. Alors, généralement, il vaut mieux quand même toujours discuter avec l'oncologue au cas par cas pour connaître un peu la situation du cancer au moment où il a été déclaré et l'état actuel de la situation. Donc, les lésions précancéreuses aussi sont des contre-indications. C'est l'exemple, par exemple, d'un mégaosophage ou d'une polypose colique ou d'une BPCO, donc, qui sont des situations à haut risque de cancer. Alors, les autres contre-indications, les maladies démyélinisantes personnelles, donc un antécédent de sclérose en plaques, par exemple, une contre-indication, une maladie auto-immune comme le lupus, une hépatite, une vascularite, etc. Les insuffisances cardiaques stade 3 et 4 et la grossesse, même si ça, c'est en fait une contre-indication relative, si vraiment c'est nécessaire, je ne vais pas y revenir maintenant, mais il y a même eu des grossesses conduites avec des anti-TNF sans problème, mais c'est à réserver à des cas particuliers, dans des maladies sévères où on n'arrive pas à stabiliser par des traitements autres que les anti-TNF. Alors, concernant les coronaropathies, parmi les propositions, il y avait le stent. Normalement, vous le savez tous, les rhumatismes inflammatoires chroniques sont actuellement des facteurs de risque cardiovasculaire assimilés pratiquement au diabète. Par contre, les anti-TNF auraient plutôt l'inverse, un effet protecteur. Et donc, toutes les situations de cardiopathie ischémique, par exemple, ne sont pas du tout une contre-indication aux anti-TNF. De même que pour un antécédent d'AVCI ou une artérite des vaisseaux ou artériopathie des membres inférieurs ne sont pas des contre-indications. Alors, deuxième question. Donc, parmi ces examens complémentaires, lequel ou lesquels ne sont pas obligatoires avant de débuter un traitement par Enbrel? Donc, vous voulez prescrire, là vous avez votre patient devant vous, vous allez demander un bilan pré-biothérapie. Alors, parmi ces questions-là, parmi ces propositions, il y en a qui ne sont pas obligatoires, il y en a qui sont obligatoires. Donc, je vous demande de mettre le numéro de celles qui ne sont pas obligatoires. Donc, 1, ECBU, 2, électrophorèse des protéines, 3, mammographie, 4, radiographie pulmonaire de face, 5, anticorps antinucléaires. Donc, allez-y, votez, on est à peu près une vingtaine de votants. Bon, on va donner les résultats. Alors, ECBU 5%, l'électrophorèse 33%, la mammographie 61%, les anticorps antinucléaires 21%. Donc, je suis de plus en plus persuadé de l'importance de ce genre d'activité pour voir un peu les pratiques de tout le monde. Donc, la bonne réponse, c'était l'ECBU, tout seul. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, allez, on avance. Voilà. Alors, voilà le bilan préthérapeutique à faire avant de démarrer donc un anti-TNF. Donc, la numération, le protidogramme, les transaminases, les sérologies hépatite B, C, VIH, après accord du patient, toujours ne pas l'oublier. Les anticorps antinucléaires, il faut les demander systématiquement. La radiographie du thorax de face, donc il faut la demander systématiquement. L'intradermal à la tuberculine ou donc les IGRA maintenant. Donc tout ça, c'est systématique à faire avant de démarrer. Plus, en fonction de la clinique, si vous avez des signes d'infection, donc il faut rechercher s'il y a un signe d'infection. Le CBU, on le fera s'il y a des signes qui font suspecter une infection urinaire. On fera un blondeau, par exemple, ou voire même un scanner
donc un blanc d'Oscan si jamais on suspecte une sinusite, par exemple. La même chose pour les dents. Examiner les seins cliniquement, examen gynécologique au cas où il y a des signes cliniques. La mammographie est systématique après 50 ans. Et notre patiente avait plus de 50 ans. Donc c'est pour ça qu'il fallait le faire avant de démarrer l'anti-TNF. Et puis voilà, le reste en fonction, on demandera un avis ORL, etc. Si jamais il y a des signes cliniques inquiétants, il faut explorer. Alors, notre patiente donc, a démarré Enbrel et elle vient vous voir 3 mois plus tard en disant qu'elle veut partir à l'Umrah. Alors, à l'Umrah, il y a un vaccin systématique obligatoire qui est le vaccin contre le méningocoque. Donc, elle vous pose la question. Elle peut faire le vaccin sans problème. Première proposition. Deuxièmement, est-ce qu'elle peut garder les seringues d'Enbrel en cabine sans problème, donc dans l'avion? Troisièmement, elle doit conserver le traitement au réfrigérateur. Et quatrièmement, elle devrait annuler son voyage parce que c'est trop compliqué. Allez-y, votez. Donc, votez pour les réponses justes. Quelles sont les réponses justes? 1, 2, 3 ou 4? C'est une question qui est d'ordre pratique. Elle va se poser régulièrement parce que c'est quelque chose que, avec la prescription des anti-TNF, devient de plus en plus important, surtout en cette période de Ramadan où les Umrahs sont très, très fréquentes. Bon, si tout le monde a voté, est-ce que tout le monde... Il y a encore 9 qui n'ont pas voté. Allez, la réponse. Très bien, donc une majorité de bonnes réponses. Donc, elle peut faire le vaccin sans problème. Par contre, pour le Enbrel en cabine, ça, c'est pas sans problème. C'est quelque chose à prévoir. Elle doit bien sûr conserver le traitement au réfrigérateur. Donc, pour garder le traitement, pour l'emmener en cabine, vous êtes obligé de lui faire un certificat médical avec une ordonnance. Sinon, il ne pourra pas. On ne l'autorisera pas à le rentrer dans l'avion. Et donc, il faut lui dire de le mettre dans un sac isotherme avec des packs réfrigérants. Et puis, quand elle arrivera là-bas, en Arabie, donc il faudra qu'elle le mette au réfrigérateur. Et puis, à chaque fois qu'elle veut le sortir, bien sûr, dans le sac isotherme. Alors, pour rapidement, sur les vaccins, donc je pense que ça vous connaissez. Donc, il y a des vaccins qui sont complètement contre-indiqués. Ce sont les vaccins vivants. Il ne faut pas les faire. C'est le cas de BCG, rougeole, rubéole, etc., la varicelle, la fièvre jaune. Alors, la fièvre jaune est un vaccin obligatoire, par exemple, pour les gens qui voyagent en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ce genre de choses. Si jamais vous avez un jeune qui voyage beaucoup en Afrique, un homme d'affaires, etc., il vaut mieux vacciner contre la fièvre jaune systématiquement avant de démarrer l'anti-TNF, parce que c'est un vaccin qui a une durée de 10 ans. Donc comme ça, il est tranquille. Parce que sinon, ça va lui poser un gros problème après, il ne pourra pas voyager en Afrique. Sinon, les autres vaccins donc, autorisés, ce sont les vaccins inactivés que vous avez ici. Et puis, il y a des vaccins recommandés qui sont contre le pneumocoque, la grippe et l'hépatite. Je passe sur ça. Donc, ça, c'est les modalités de vaccin, comme un peu tard. Alors, retour à notre patiente. Donc, elle est en rémission sous Enbrel et nécessite une prothèse totale du genou. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas le traitement et on opère. On arrête le traitement 15 jours avant l'intervention, 1 mois avant l'intervention ou 2 mois avant l'intervention. Je vous invite... Alors, ici, il y a une seule bonne réponse. Je vous invite à voter. Opération pour prothèse totale de genou.
Allez, encore une vingtaine de votants. Allez-y, 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 comme ça on peut avancer. Très bien, donc je donne la réponse. Très bien, une majorité de bonnes réponses. Effectivement, c'est un mois avant. Un mois avant, alors deux situations en cas de traitement anti-TNF et chirurgie. Alors, soit il y a une intervention chirurgicale urgente, à ce moment-là, bien sûr, le péritonite, appendicite, cholécystite, etc. Il faut arrêter le traitement juste avant, donc, et opérer, et puis l'anti-TNF sera repris après cicatrisation complète. Mais dans ces cas-là, il faut absolument une antibiothérapie systématique pour couvrir le risque infectieux. Pour les chirurgies programmées, donc on va stopper en fonction du risque infectieux. Alors généralement, on stoppe 2 à 5 demi-vies en fonction du risque septique que présente l'opération et de la sévérité. Donc vous avez le tableau ici. Alors là, vous voyez que par exemple pour l'étanécepte, ça va être 15 jours à 1 mois en fonction du risque septique. La prothèse totale est une situation à très haut risque septique. Il vaut mieux vraiment ne pas courir de risque. Et c'est pour ça qu'on est dans le risque très élevé, 5 demi-vies. Donc ça fait 1 mois pour l'Embrel et ça fait 2 mois pour les autres. Donc, alors, après 2 mois de traitement par Embrel, elle vient vous voir parce qu'elle a un petit érythème au niveau du point d'injection qui est prurigineux et douloureux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut arrêter le traitement et faire un bilan infectieux. Il faut arrêter le traitement et donner des corticoïdes. Arrêter le traitement et donner un antihistaminique. Ou bien on maintient le traitement et on donne juste un antihistaminique ou un dermocorticoïde. Alors, je vous invite à voter. Donc, pour la bonne réponse, il y a une seule bonne réponse. Très bien, on va donner les réponses. Très bien, une grande majorité de bonnes réponses, effectivement. Donc, les réactions cutanées au point d'injection, c'est quelque chose qui est fréquent, donc il faut s'y attendre si jamais vous avez ça. C'est entre 15 et 20% des cas. Généralement, c'est un petit érythème douloureux ou prurigineux. Généralement, c'est après les premières injections et après, ça disparaît. Il ne faut pas arrêter l'anti-TNF, il ne faut pas s'inquiéter. Tout au plus, on va donner un antihistaminique ou une corticothérapie locale. Il faut conseiller aussi justement aux malades, pour éviter ça, de laisser un peu le produit à température ambiante 1 demi-heure à 1 heure avant de l'injecter et de faire une injection lente, ce qui diminue le risque de faire ce genre de réaction. Par contre, bien sûr, en cas de lésion cutanée chez quelqu'un qui a un anti-TNF, il faut vous méfier de plein de choses. Il faut vous méfier des infections cutanées. Donc, ils peuvent faire des infections fungiques, bactériennes, virales. Bien sûr, il faut s'adapter au cas par cas. On peut avoir des réactions eczématiformes, des réactions psoriasiformes, voire même des lupus induits. Bon, évidemment, tout ça, c'est très rare, mais il faut rester vigilant. Alors voilà, retour à notre patiente. Après 3 ans de traitement par Embrel, sous méthotrexate 15 mg, prédnisone 10 mg par jour, elle fait une cardiopathie ischémique bien documentée. On lui a placé un stent. On l'a mis sous traitement donc à visée cardiologique, du Plavix, l'aspirine, une statine, un bêta-bloquant, un USC, un diurétique. Alors, parmi ces médicaments, lequel ou lesquels sont contre-indiqués chez cette patiente-là? C'est les Coxib, méthotrexate, les flunomides, étanercept, rituximab. Donc, je vous invite à voter. Donc, médicaments et cardiopathie ischémique. Allez-y, allez-y, allez-y. Comme ça, on passe.
Ce sont des situations de plus en plus fréquentes qu'on voit évidemment en consultation de tous les jours. Alors, les bonnes réponses sont... très bien, une majorité de bonnes réponses là aussi. La bonne réponse, c'est les coxibes, évidemment. Il faut faire attention. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, les anti-TNF ne sont pas du tout contre-indiqués en cas de problèmes coronariens. Au contraire, ils seraient même bénéfiques. Par contre, les AINS et surtout les anti-COX-2 sont formellement contre-indiqués. Ça, on a tendance à l'oublier, c'est pour ça que je voulais le rappeler ici. Alors, retour à notre patiente. Alors, maintenant, elle est en rémission complète, elle va bien. Son DAS 28 est 1,5. On a pu arrêter les corticoïdes. Et puis, quelques mois plus tard, elle revient avec une dyspnée d'effort, avec une gêne modérée, aux efforts importants. Donc, elle est partie voir son cardiologue qui parle d'une insuffisance cardiaque sur cardiopathie ischémique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tous les traitements de la PR? On arrête juste l'anti-TNF? On arrête le méthotrexate? Ou bien on garde le même traitement sans problème? Voilà, je vous invite à voter. Donc, traitement anti-TNF et insuffisance cardiaque. Allez, on prend encore quelques votes. Allez-y. Allez, on y va. Résultat. Très bien. Là aussi, une majorité de bonnes réponses. Il y a quand même des mauvaises réponses, mais... Donc, il faut arrêter, oui. Il faut arrêter, même si c'est une insuffisance cardiaque modérée. Mais il faut arrêter le temps d'évaluer, de bilanter. Les anti-TNF, évidemment, sont contre-indiqués dans les insuffisances cardiaques sévères, mais chez un malade qui déclare une insuffisance cardiaque, il faut arrêter le temps de faire un bilan d'évaluation et que le patient aille mieux. Donc ça a été son cas, donc elle a été mise sous traitement diurétique, elle s'est améliorée rapidement, elle est devenue asymptomatique, le cardiologue l'a revue. Le bilan est normal, elle a une bonne fraction d'éjection. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut reprendre, ou bien c'est fini définitivement, il faut arrêter définitivement les anti-TNF, ou bien on peut switcher par exemple vers le rituximab. Donc là, insuffisance cardiaque modérée qui va mieux. Sur cardiopathie ischémique, qu'est-ce qu'on fait? Laquelle ou lesquelles de ces trois propositions vous semblent correctes? Allez, encore quelques votants et on avance. Alors, résultat. Très bien, donc une majorité de bonnes réponses. Alors, on peut reprendre l'étanercept. Alors, devant une insuffisance cardiaque, petit rappel sur la classification des insuffisances cardiaques. Donc, il y a 4 stades. Les 2 premiers stades, c'est des patients qui sont très peu gênés pour des efforts importants, alors que le grade 3 et le grade 4, c'est une gêne ressentie lors d'efforts modérés, voire même au repos pour le stade 4. Donc les stades 3 et 4, c'est une contre-indication formelle à tous les anti-TNF, à l'infliximab et à l'adalimumab. C'est une recommandation pour l'étanercept qui est un peu moins nocif que les 2 autres. Par contre, dans les grades 1 et 2, on peut les prescrire sous condition d'une surveillance de la fonction cardiaque régulière par le cardiologue. Ça, c'est quelque chose d'important à connaître. Donc, avant la mise
en route d'un traitement par anti-TNF, il faut chercher les signes cliniques d'une insuffisance cardiaque, poser la question s'il y a une dyspnée d'effort, s'il y a une dyspnée de repos, s'il y a une oppression thoracique, des œdèmes, une tachycardie, des crépitants des bases. Tout ça, c'est quelque chose d'important à chercher. Donc, en cas de dyspnée d'effort ou d'autres signes d'appel, il faut adresser l'anti-TNF et arrêter l'anti-TNF et adresser le patient à un cardiologue pour un bilan. Il faut savoir que l'insuffisance cardiaque peut être trompeuse, peut être paucisymptomatique, donc il faut faire attention. Et c'est quelque chose qui peut contribuer à l'excès de mortalité cardiovasculaire observé dans les populations de polyarthrite rhumatoïde. Très bien, je pense que c'est la dernière question. Donc, chez quelqu'un qui est sous anti-TNF, laquelle ou lesquelles de ces manifestations peuvent compliquer le traitement? Donc, uvéite, maladie de Crohn, psoriasis, BAV de premier degré ou sarcoïdose. C'est des pathologies qui peuvent se voir dans l'évolution de quelqu'un qui est sous anti-TNF. Laquelle ou lesquelles de ces situations sont vraies? Donc 5 pathologies qui sont un peu particulières, mais qu'il faut connaître pour évidemment justement y penser si jamais le malade fait un de ces problèmes. Allez, je vous invite à voter pour qu'on puisse avancer et terminer dans les temps. Résultat. Très bien, donc une grande majorité de bonnes réponses. Effectivement, donc, il y en a 4 sur 5 qui peuvent être observées. C'est ce qu'on appelle des réactions paradoxales, donc il faut le connaître. Toutes ces situations-là ont été décrites, donc à part le BAV. Donc c'est quelque chose à connaître, c'est rare, mais il faut les connaître, parce que si jamais le malade fait justement ce genre de pathologie, alors ça peut être un peu difficile de savoir si c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de sa maladie pour laquelle il est traité ou si c'est une complication. L'imputabilité est difficile, mais généralement, l'astuce qu'on fait, c'est qu'on change de classe d'anti-TNF, et si le problème est résolu, donc c'était vraiment lié à l'anti-TNF. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation, juste pour rappeler que nous vivons une époque formidable avec toutes ces biothérapies qui nous permettent de soulager nos patients. Je voudrais insister sur 3 points, sur l'importance de suivre les indications et les recommandations. Ça en va de la crédibilité des prescripteurs, de bien surveiller les malades et surtout de l'accessibilité. Quand vous mettez quelqu'un sous biologique, il faut qu'il puisse avoir accès à vous très rapidement en cas de problème. Donc, il faut un peu d'éducation thérapeutique, leur dire en cas de fièvre, en cas de dyspnée, en cas de problème important, il faut qu'ils puissent vous téléphoner ou venir vous voir, parce qu'il y a autant de situations. J'aurais pu mettre plein d'autres situations depuis qu'on utilise maintenant les biologiques de façon régulière. On a eu énormément de situations bizarroïdes parfois, des malades qui ont fait des tas de problèmes. On a eu les uvéites, on a eu des maladies auto-immunes, on a eu une encéphalopathie. Et donc à chaque fois, c'est un problème clinique un peu particulier. C'est pour ça que c'est très important que le malade puisse venir vous dire quand il y a un problème très rapidement pour qu'il puisse être résolu très rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention.